Dans cette rencontre avec tous ces acteurs de l'histoire de la radio sur le département de la Sarthe, bien évidemment, il faut aussi s'adresser à ceux qui ont permis à ce que ces 72 heures puissent se réaliser. Et parmi ceux-là, il y a le ministère de la Culture qui est représenté par la direction régionale des affaires culturelles. Et nous avons donc, bien sûr, rencontré Christophe Poilane. Christophe Poilane, bonjour. Vous représentez ici la direction régionale des affaires culturelles qui soutient notre action sur la fête de la radio, sur cet anniversaire de la radio en Sarthe. Une petite question, Christophe Poilane. La radio, en quoi, pour vous, ça correspond au champ de la culture? Oui, bonjour, tout d'abord. Alors, effectivement, la radio est pleinement partie prenante et intégrée à ce que peut proposer le champ artistique et culturel. C'est déjà un moyen de média de cette offre artistique et culturelle, un moyen aussi de toucher des publics divers et variés, de toucher d'autres publics, parfois même des publics que l'on dit empêchés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer aussi vers les lieux ou fréquenter ou qui ne s'autorisent pas aussi à le faire. C'est clairement un moyen de diffusion de l'offre artistique et culturelle. C'est aussi un autre moyen de diffusion, d'échange et de débat. Donc c'est pleinement naturel que ce soit intégré à notre champ de compétences au sein du ministère de la Culture. Et la radio, vous avez l'impression que, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans ses diversités, elle contribue aussi à vraiment véhiculer la culture, ou est-ce qu'elle a autre chose en plus? Alors pas uniquement, évidemment, là je prêche pour ma paroisse entre guillemets, mais effectivement c'est aussi un lieu de débat et d'échange. Ça permet aussi de travailler sur plein de notions autour des médias, et notamment sur l'éducation aux médias, à l'information, puisque c'est aussi un lieu qui permet de travailler sur les représentations du métier de journaliste, de travailler sur des émissions débats, sur l'ensemble des débats qui parcourent la société. Non, c'est un média très complet, très divers, qui permet aussi de concerner les jeunes par différents biais, notamment des émissions auxquelles ils peuvent être associés ou auxquelles ils participent, ils contribuent, etc. Donc c'est un média très divers en fait, ouais. Alors on le sait, le ministère de la Culture et les DRAC en région contribuent au développement des actions d'éducation aux médias et à l'information, et cela encore plus qu'il y a quelques années. En quoi, d'après vous, il y a urgence à ce que les services publics, de façon générale, et les acteurs sur les territoires soient très présents sur cette éducation aux médias et à l'information? Alors oui, effectivement, il y a urgence. Alors je crois que on a une véritable prise de conscience au ministère suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015, qui a mené à avoir une vraie politique d'accompagnement et un renforcement aussi financier et des moyens humains, avec des missions consacrées au sein de chaque direction régionale des affaires culturelles pour travailler sur ce sujet-là. Donc on a maintenant plusieurs outils qui peuvent être mis en avant et qui sont développés en direction des territoires et des publics. On a tout d'abord ce qu'on appelle nous un appel à projet, un appel à candidature, donc spécifique pour les structures qui portent des projets d'éducation aux médias et à l'information. On a également un dispositif particulier, un peu sur le modèle aussi des résidences d'artistes, donc des résidences de journalistes qui permettent de travailler avec les collectivités, donc sur un temps assez long, 2 mois à 3 mois, en direction de l'ensemble des habitants, et travailler de manière assez continue et plurielle avec les habitants du territoire, donc sur tous les composants d'éducation aux médias et à l'information. Donc vous citez une urgence, effectivement. Je pense qu'il y a urgence à retravailler sur la conception du métier de journaliste, les représentations que ce métier peut avoir, travailler sur la vérification de l'information, ce qu'on appelle le fast-checking, ou travailler sur la désinformation, les fake news, etc. Je crois qu'on le voit régulièrement dans l'actualité, autant de la part d'attaques de hackers que de la diffusion de rumeurs ou de fausses informations, de fake news, effectivement. Donc l'urgence, elle est là, elle est aussi de donner des clés de compréhension, des outils aux citoyens, aussi aux citoyens de demain et à ceux qui sont en construction, je pense notamment aux jeunes, aux adolescents, qui ont accès à l'information, mais sans doute de manière différente à celle que nous on peut avoir, ou à celle traditionnelle que l'on peut avoir au travers de la télévision ou justement de la radio ou d'autres médias. Eux, c'est souvent aussi via les réseaux sociaux ou via des influenceurs, et c'est important qu'on leur donne des réflexes, ou en tout cas qu'on leur fasse se poser les bonnes questions pour qu'ils puissent se forger eux-mêmes une opinion en vérifiant l'information qui leur arrive de manière continue, parfois ininterrompue comme ça,
en permanence et l'urgence effectivement elle est là tout de suite pour nos jeunes et nos moins jeunes aussi, puisque des études assez récentes avaient montré que finalement c'était les plus de 60 ans qui diffusaient des fausses informations aussi par les réseaux sociaux ou autres. Donc l'urgence elle est partout et pour tous. Alors justement, oui, vous évoquez les plus de 60 ans. On parle toujours d'éducation aux médias et à l'information en direction des publics scolarisés. Est-ce que vous envisagez aussi comme important le fait de s'adresser aux publics qui sont sortis de l'école, donc les jeunes adultes, et voir le public des parents? Oui, tout à fait, hein, ça paraît une évidence aussi. Alors on cible classiquement les jeunes au travers du milieu scolaire et pas que, puisque on est toujours dans ces phases d'accompagnement, des apprentissages, etc. Mais évidemment, aussi là, l'urgence, elle est sans doute claire auprès de l'ensemble de la population, des parents et des grands-parents finalement, et des personnes âgées. En fait, effectivement, je pense que les actions peuvent être abordées soit de manière transgénérationnelle ou intergénérationnelle, en croisant des choses qui peuvent concerner et les jeunes et les plus anciens, et travailler aussi auprès des parents, auprès de sujets d'actualité ou autres, ou d'interviews, ou etc., qui sont des moments très importants. C'est pour ça que l'appel à projet éducation, médias, information s'adresse en particulier et en priorité aux jeunes, mais elle s'adresse finalement aussi à l'ensemble des habitants et de la population. C'est pour ça aussi qu'on a un volet assez conséquent et assez important de formation aussi en direction des encadrants. Alors encadrant jeunesse, mais ça peut être aussi les parents de manière individuelle, etc. Donc des sessions de formation qui sont proposées sur les dangers des réseaux sociaux, de l'actualité en continu, des médias de manière générale et comment on peut essayer de remédier et donner aussi une éducation aux jeunes par rapport à ces outils. On en revient aux outils, aux clés de compréhension que je citais tout à l'heure. Donc c'est l'ensemble de la société et des générations finalement qui sont concernées par ça. On a un volet aussi assez conséquent qui est développé en collaboration avec le réseau de lecture publique, donc les bibliothèques et médiathèques, qui peuvent elles aussi apporter des sessions de formation, des clés, des outils au public qui fréquente ces lieux, dans cette optique d'une meilleure éducation aux médias et à l'information pour tous. Est-ce qu'il existe une sorte de plan concerté entre les différents services de l'État ou les autres services des collectivités, je pense par exemple à la région ou au département qui ont des compétences en lycée ou en collège, et le rectorat, le service de l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ensemble, vous voyez sur ces sujets-là Tout à fait. Alors pour tout vous dire, on travaille évidemment beaucoup avec les services de l'éducation nationale et notamment les services du CLEMI, qui est un service spécialisé pour traiter de ces questions d'éducation média et l'information. On a une référente régionale qui traite aussi de ces sujets-là. Donc lorsque l'on sort l'appel à projet à l'éducation média et information ou que l'on a des résidences de journalistes, soit elles assistent, je dis elles parce qu'elles sont un réseau de femmes en région, mais pas que. On a aussi des référents éducation, médias, information. Alors pour le premier degré, qui sont pleinement associés à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils participent effectivement au jury de recrutement des journalistes, où ils sont associés dans la sélection des dossiers que l'on peut faire à l'échelle de l'appel à projet, notamment et en particulier évidemment pour ceux qui traitent de ces actions en milieu scolaire. Du côté des collectivités, alors c'est plus ou moins cadré, effectivement, il n'y a pas de convention de partenariat spécifique, etc. Mais on essaie de travailler en bonne intelligence, effectivement, en direction de ce qui est proposé au lycée ou au collège. Au lycée, évidemment, pour la région et au collège pour les départements. Mais pas que, on travaille aussi avec les collectivités en local pour que ce que l'on propose dans ces champs d'éducation média et l'information s'insère dans les conventions que nous pouvons avoir aussi avec les territoires, alors soit les grandes villes, soit les intercommunalités. Je cite par exemple les projets culturels de territoire en Loire-Atlantique avec lesquels on accompagne les territoires avec le département de Loire-Atlantique. On a régulièrement, c'est pas rare en fait, qu'on ait des projets d'éducation média et d'information qui s'insèrent dans ces projets-là. Même chose pour les contrats locaux d'éducation artistique que l'on signe avec les intercommunalités ou les grandes villes de la région. On peut avoir des volets comme ça de résidence de journalistes ou des volets d'éducation média avec des structures spécifiques qui travaillent sur ces champs-là. Donc on essaye en tout cas d'avoir une politique cohérente et partagée, de travailler en synergie avec les autres
collectivité sur ces sujets-là. Alors, ce qu'on peut dire à nos auditrices et auditeurs, ce même, c'est que vous soutenez de façon régulière les projets d'éducation aux médias et à l'information aussi sur ce département de la Sarthe, et que ça permet à des structures, entre autres radios, de pouvoir intervenir auprès de quelques centaines de collégiens dans des endroits, dans des zones rurales, par exemple, pas uniquement. Et c'est une aide en amont qui permet de proposer finalement le service directement aux écoles et de préparer un plan concerté avec chaque école pour répondre aux besoins et aux modes de fonctionnement de ces écoles. Et pour ça, évidemment, on ne peut que vous en remercier. Vous-même, Christophe Poilane, donc la radio pour vous, c'est quoi? Personnellement, c'est quelque chose pour vous accompagner. Qu'est-ce que vous attendez de la radio? Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces objets, et de ces sons qui rythment un peu notre quotidien, tant plutôt le matin pour les informations que le reste de la journée sur telle ou telle émission, sur les podcasts aussi, qui je trouve sont de très bonne qualité. La plupart du temps, sur certaines émissions, on a des très bons sujets qui sont abordés, etc. Évidemment, sur l'aspect aussi musique, qui rythme également la journée, on est sur des contenus, selon la radio évidemment, mais très très intéressants souvent, tant du point de vue de l'information que de la musique ou des émissions diverses et variées qui peuvent être mises en avant aussi sur les antennes, quoi. Et vous êtes zappeur ou vous êtes spécialement branché sur une radio Alors j'en ai plusieurs effectivement. Je vous avoue que je suis assez classique sur les informations, c'est France Info de manière très classique. Après sur le territoire où j'habite, moi qui est le mien, j'ai plutôt Sun Radio qui est la radio que j'écoute régulièrement, et d'ailleurs avec un travail aussi intéressant du côté des jeunes avec Sun Junior qui vient d'être sorti l'an dernier, je crois. Absolument. Sun Radio, on peut préciser, qui est sur Nantes, aujourd'hui en DAB+, sur Cholet, Saint-Nazaire, enfin voilà, donc qui se développe. Tout à fait. Et qui se développe pleinement. Et c'est vrai que j'ai pas l'occasion forcément beaucoup d'aller en Sarthe maintenant, qui est moi mon territoire de suivi. Mais c'est vrai qu'auparavant, je pouvais être amené à écouter Fréquencier ou Radio Cartable FM ou ce genre de radio plutôt locale. Du territoire sartois, effectivement. Ce qui est intéressant aussi avec ces radios associatives, c'est qu'on est sur des contenus très locaux qui permettent d'avoir une actualité assez en plus près aussi des lieux notamment artistiques qu'on peut nous accompagner par ailleurs. Donc c'est toujours des sources supplémentaires d'information. Et je trouve que c'est un média aussi qui permet d'informer les gens, encore une fois, sur une actualité qui est proche de leur habitation, proche de leur lieu de vie. Donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir cette source complémentaire à disposition. Alors, je ne pourrais être que d'accord avec vous, Christophe Poilane, bien évidemment. Mais maintenant, si des associations ou des collectivités souhaitent bénéficier d'un soutien de la DRAC pour mener des actions médias, comment faut-il faire? Oui, alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités selon nos dispositifs. Donc, on a un appel à projet annuel qui est dédié spécifiquement à l'éducation média l'information. Donc là, pour 2021, il est déjà échu. C'est un appel à projet qui courait de janvier à avril pour les projets qui concerneront l'année suivante. Donc il revient ça chaque année de manière régulière. Pour ce qui concerne les projets plus ponctuels, on peut aussi être à l'écoute des associations, des collectivités pour voir comment on peut relier soit avec ce qui existe déjà, soit co-construire avec elles, avec des porteurs que l'on connaît nous aussi par ailleurs, et relier aussi avec les réseaux soit de jeunes, soit des publics que l'on peut aussi accompagner par ailleurs. Pour ce qui est des résidences de journalistes, on est plutôt sur un travail avec les collectivités. Donc comme je le disais tout à l'heure, plutôt intercommunalité ou grande ville, mais ça peut être aussi à l'échelle des petites communes, notamment en milieu rural. On peut faire des choses aussi très intéressantes pour essayer en tout cas de les accompagner autour de ça. Mais en tout cas, c'est une vraie politique portée, nous, en Drac Pays de la Loire, particulièrement. Je pense pas que ce soit vraiment le cas partout. Donc on est vraiment à l'écoute aussi des besoins et des attentes des forces vives qui travaillent autour de ces sujets-là pour les écouter et accompagner au mieux les projets possibles, quoi.
Très bien, écoutez, merci Christophe Poilane d'être intervenu dans le cadre de ces 72 heures de la radio. Je rappelle que vous êtes conseiller pour l'action culturelle et territoriale de la DRAC, la direction des affaires culturelles de donc le ministère de la Culture. On va parler de façon très simple. Et merci en tout cas aussi de votre soutien à cette manifestation. Au revoir Christophe Poilane. Merci beaucoup. Au revoir.